Donc sur l'état de la deuxième partie, c'était un peu par rapport au rythme scolaire. Et comme un FIJAC, vous avez beaucoup avancé, je ne vous refais pas toute la genèse, tout ce qu'il y a dedans, en plus vous l'avez fait. Je vous dirai après que le rythme, c'est une composante clé, mais ce n'est pas la seule. Et par rapport au rythme scolaire, aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Il y a un quart des communes qui sont rentrées dedans. Il y a une grande partie des communes qui ont des difficultés financières, donc qui exécuteront, qui mettront en œuvre la loi, mais pas le projet territorial. Il n'est pas obligatoire le projet territorial. Ce qui est obligatoire, c'est la transformation des véhicules. Et que les études qui ont été faites là aussi, pour répondre à la question qui était un peu le titre de la conférence, les bénéfices. Donc là, je vous fais la synthèse d'un certain nombre de rapports qui viennent tantôt du ministère, tantôt de groupes de chercheurs en chronobiologie. Je vous fais la synthèse rapidement. Plus des séminaires interacadémiques qui ont essayé de faire le point, un peu comme l'a fait Marianne, mais cette fois au niveau des pilotages académiques. En gros, il y a 3 bénéfices pour le moment provisoires. Provisoires, c'est-à-dire que l'état des recherches, ça ne prend pas des recherches très fondées. Le premier, je vous le dis comme ça a repositionné les apprentissages. Le fait d'avoir les 9 demi-journées, ça a repositionné les apprentissages fondamentaux dans les matinées. Alors, je vous rappelle que les 2 disciplines qu'on appelle nous instrumentales, c'est-à-dire celles qui permettent de construire les autres, c'est la maîtrise de la langue et la maîtrise de la démarche scientifique. Donc ça a été repositionné le matin, notamment avec le mercredi. Donc en clair, ça veut dire que ça les a évacués l'après-midi. Faire des maths l'après-midi, c'est quand même une gageure, même pour des adultes en bon état. Hein. Ça, c'est le premier avantage. Et dans cet avantage, vous avez le fait aussi que ça a permis d'alterner les séquences. C'est-à-dire que le matin, vous faites une séquence un peu costaud, un peu ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et l'après-midi, vous faites plus du travail d'atelier, du travail de partage, du travail de groupe. On sait que dans les apprentissages, l'alternance est très importante. Des temps denses, mais brefs, avec du contrôle, il faut contrôler cette partie-là avant qu'elle reparte. Et d'autres temps beaucoup plus longs, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus ouverts, qui permettent de mettre en œuvre. Le collègue de l'UIT parlait tout à l'heure du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la partie de la compétence qui la met en jeu. De toute façon, une compétence, tant que vous ne la voyez pas en jeu, c'est toujours pas une compétence. C'est des pièces détachées. Et ça, c'était fait justement pour préparer le socle. Quelqu'un qui dit « je suis compétent en français », la réponse est « vas-y, montre-le ». Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en français? Eh bien, dis-moi quelque chose en français qui a du sens par rapport à ce que tu as appris. C'est ça la compétence. C'est toujours un savoir, un savoir-faire, un savoir-être dans une situation avec des niveaux d'exigence. Et du coup, l'alternance capacité-compétence est en train de se mettre en place. Ça, c'est le premier bénéfice, et c'était important. C'est important parce que pour le moment, dans les découpages horaires, vous aviez des plages horaires l'après-midi qui étaient aussi importantes que celles du matin, mais évidemment 3 fois moins efficaces. Le deuxième bénéfice, c'est que les activités sur la semaine sont beaucoup mieux réparties qu'avant. Ça a l'air d'un truisme, bien sûr, c'est vrai. Si vous avez 9 demi-journées, c'est pas pareil que les 8 d'avant, et donc ça vous permet d'avoir une redistribution beaucoup plus modulée. Et le troisième bénéfice, c'est qu'autour du temps scolaire, c'est construit dans les communes, il y en a 4000 quand même, qui sont partis l'année dernière, c'est construit de véritables projets globaux, d'appréhension globale de l'enfant, c'est-à-dire des projets éducatifs de territoire. Ce sont des constats, ce ne sont pas des évaluations. Évaluer, ça voudrait dire qu'on peut expliquer ce qu'ils ont gagné. C'est encore pas le cas. Ça démarre. Donc vous avez ces 3 bénéfices-là, répartition du temps, distribution des temps, on va dire dense, avec les temps plus ludiques et les temps sur les savoir-faire et les compétences, et puis redistribution sur l'ensemble de la semaine. Ça a l'air de rien de dire ça, mais du côté de l'organisation un peu stakhanoviste de l'école qu'on connaît, c'est pas rien. Parce que ça veut dire aussi que ça a cheminé dans la représentation des enseignants. Vous savez qu'il n'y aura que 6% de communes, je crois, toutes les communes vont passer normalement à l'application de la loi. Il n'y en a que 6% qui ont demandé la dérogation, vous savez, à monde. Pouvoir négocier de tout caler sur l'après-midi. Et puis, moi j'ai bien aimé le travail qu'ont fait l'équipe de Marianne. Quand vous demandez aux gens globalement, ils ont beaucoup gueulé au début, évidemment. Changer, c'est faire ce qu'on ne sait pas faire, hein, donc évidemment, c'est pas un grand confort. Hein. Enfin, je vous rappelle que c'est le boulot des élèves toute l'année, ça. Apprendre à faire ce qu'on ne sait pas faire. Hein. Donc c'est vrai que ça s'est mal passé au début, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de heures, je pense que vous devez en avoir comme tout le monde, mais que quand aujourd'hui, globalement, on dirait l'indice de satisfaction, qui n'est pas une évaluation,
qui est une appréciation, et plus que largement positif. De toute façon, c'est la loi. Point barre. Hein. Le socle, c'est la loi. Je suis même scandalisé que le socle soit pas utilisé. Je vous dis, il date de 2006, le premier socle. Hein. On est en 2014. Hein. Il y a eu un malentendu dès le départ. Je vous rappelle qu'on avait dit, pour faire réussir les élèves qui ne réussissent pas, il faut distendre le temps scolaire d'apprentissage. Et dans la distension, il y avait donc revenir à une répartition un peu plus harmonieuse dans la semaine, étalée, simplement. Et puis après, ils n'avaient pas fait, si vous voulez, ils n'avaient pas fait une simulation de comment ça allait se passer. Parce qu'après, quand vous avez dit, oui, mais nous, les enfants, on dirait comment on fait, très franchement, ça n'a pas été tout de suite mis en place. Mais au moment où j'étais dans le conseil scientifique qui a produit ce texte, on avait rencontré l'Association des maires de France. Je parle avant les élections, c'est un texte qui date quand même de 5 ans. On avait rencontré tous les syndicats enseignants, bien sûr. On avait rencontré l'association des présidents de région pour savoir si oui ou non c'était jouable. Et au moment des rencontres, c'était toujours oui. Par contre, une fois que ça a été voté, sont arrivés un certain nombre de composantes qui avaient mal été prises en compte, et il se passe ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, c'est que le fonctionnement l'a emporté sur la pratique pédagogique. Peut-être aussi le système qu'on retrouve, parce qu'on est quand même dans un système en dehors économique là pour le coup, mais hyper pyramidal. Ça veut dire que les décisions sont prises à un sommet, redescendent vers la base, que de temps en temps on fait remonter de l'information de la base, mais qui perd de son sens au fur et à mesure où elle monte, et puis après elle se dilue dans les politiques, pour après faire ce qu'on sait une fois qu'on est en bas. Aussi oui, et en même temps vous savez bien que c'est pas complètement vrai, parce que tout ce qui est remonté là, c'est pas des gens qui l'ont pensé tout seuls là-haut à Paris, comme on dit. C'est les résultats d'études un peu qui ont été faites dans tous les pays du monde, bien entendu. Oui, on part sans arrêt, on regarde une partie, oui, non, mais vous avez toujours les deux logiques. Vous avez la logique de construction collective partagée, au démarrage, qu'est-ce qui se dit, comment ça se passe. Par exemple, pourquoi le socle de 2006 a échoué? Parce qu'il a échoué ce socle. Il n'a pas été utilisé. Ou bien en forceps. Pourquoi les élèves n'ont jamais vu passer une compétence de près? Les gens faisaient cours normalement, et puis le 15 décembre, ils évaluaient une compétence. C'est pas comme ça qu'on peut faire quand même. Il a échoué parce qu'en fait, l'objet qui a été balancé, effectivement, n'a pas été consensuel. Et que la formation qui devait l'accompagner n'a pas été mise en place. Donc d'un côté, vous avez quelque chose qui est mal. Diminuer les temps scolaires, c'est quand même pas les grands politiques qui l'ont décidé. Donc ça fait bien longtemps quand on regarde à côté qu'on en fait 2 fois plus que les autres. Et puis après, par contre, de la mise en œuvre, vous retrouvez effectivement la pyramide à l'envers. C'est-à-dire que maintenant on dit qu'il faut mettre en place. Les corps en place, les corps d'encadrement doivent accompagner. Je le dis comme ça, parce que je le pense comme ça. Oui, mais les corps d'encadrement sont les corps d'encadrement du modèle d'avant. Et donc ça coince. On va le revivre là avec la loi de refondation, sur laquelle moi je ne lâcherai pas. Améliorer l'école pour qu'elle fasse au moins rattraper 2-3 000 élèves par an alors qu'on sait qu'ils vont décrocher, pour moi ça serait pas mal. Au 15 décembre de cette année, dernière réunion avec Payon au ministère, comme expert UNESCO, ils avaient répertorié 150 000 décrocheurs. 150 000 décrocheurs, au 15 décembre 2013. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en aura 150 qui en gros seront perdus sur l'année. Les décrocheurs, c'est les gens qui partent, qui ne sont pas allés au bout, ou bien qui sont allés au bout, mais qui en fait n'ont pas construit des compétences. C'est des gens qui savaient lire au collège, et qui ne savent plus lire quand ils viennent dans les recrutements nationaux, vous savez, sur les journées de la jeunesse. 12% d'illettrés. Un illettré, c'est quelqu'un qui savait lire, et qui ne sait plus lire. Si vous avez besoin d'une preuve que les compétences ça se perd, vous avez au moins celle-là. Je peux être compétent à un moment, mais si les situations que je rencontre, et les sollicitations et les motivations ne sont pas là, je la perds. Comme vous avez perdu une grande partie de vos compétences scolaires, mais vous avez la chance de les reconstruire, de les transférer dans votre situation. Donc oui, bien sûr, mais la discussion peut être éternelle. Je vous rappelle quand même que l'école, c'est normalement 18 millions de personnes. Il y a 20 ans, on disait c'est la plus grosse entreprise du monde derrière l'armée rouge de General Motors. Évidemment, quand vous voyez ce que sont devenus les deux autres. Mais du coup, il y a beaucoup de pays où on a cassé ça, décentralisé, déconcentré. En Allemagne, vous avez un ministre de l'éducation par langue, en Suisse, vous avez aussi un ministre de l'éducation par canton. Il y a toujours un pilotage national, mais vous avez une déconcentration. Mais on n'a jamais dit que le privé était négatif.
Les systèmes qui marchent le mieux, c'est là où la part du privé est entre 15 et 20%. Parce que c'est un système d'émulation. Et qui sait. Là où il n'y a que du public, au bout d'un moment, le public s'essouffle et finit par perdre son âme. Il fonctionne. Il reproduit. Puis parfois il détruit. Là où il n'y a que du privé, j'en connais pas. Parce qu'il y a toujours du public. L'informel et le non-formel, c'est du public. C'est la collectivité qui prend en charge l'accompagnement de la construction des apprentissages. Et c'est vrai que les systèmes qui sont le plus performants maintenant, c'est-à-dire là où les élèves sortent dans le meilleur état, en général, le privé, c'est 15%. Donc il ne faut pas supprimer le privé. Hein. Par contre, il faut le mettre dans les mêmes conditions que le public. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est bien aussi qu'il y ait des SAS, quoi. 60% des enfants qui sortent aujourd'hui de l'école sont passés par l'école privée. Pourtant, c'est tous des enfants du public. Et à un moment, une année où ça a coincé, ils ont fait un petit détour. Ils sont revenus. Non, il faut avoir le choix. La démocratie, c'est le choix quand même. Hein. C'est pour ça que l'école n'est pas obligatoire. L'instruction, oui, mais pas l'école. Oui, bien sûr, mais les écoles expérimentales, il y en a plein. Il y en avait aussi des privés et des publics. Hein. Les écoles Montessori, vous connaissez les écoles Montessori hein, qui sont centrées justement sur l'accompagnement des enfants. Montessori, c'est la première femme médecin en Italie, la première psychiatre, la première pédagogue. Elle a écrit au fronton de son école, ce qui pourrait être l'emblème de l'éducation nationale, « Apprends-moi à faire tout seul ». Donc ils ont développé toute une pédagogie, telle que vous dites, dans le rythme, etc., près des besoins, dans le faire faire, dans apprendre à faire. Sauf qu'en même temps, ils ont développé toute une instrumentation pédagogique qui coûte très cher, et du coup, les écoles Montessori sont privées, et coûtent très cher. Mais il y en a 22 000 dans le monde. Il y en a à peu près 800 en France. Mais l'État, là, pour le coup, qui devrait aider les faciliter justement ces systèmes un peu différents où on réfléchit sur l'enfant, et ben là-dedans, au contraire, on écrase. Oh non, on n'en est pas si loin que ça, parce qu'on fera un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire que les enfants auront droit à un crédit éducation, que si par exemple fin de collège, ils n'ont pas réussi à décrocher ce qu'il faut, les compétences minimales pour être un acteur de sa vie, ils auront un crédit, c'est ce qui se passe dans les pays scandinaves. Et donc il y aura un moment où ils auront un crédit depuis le départ et vous pourrez effectivement monter des dispositifs, c'est en gestation. Et moi je connais plein d'endroits et plein de pays où ça se passe comme ça. Mais pour le moment en France, si vous créez votre école, pendant 2 ou 3 ans, elle sera privée, jusqu'à ce que vous ayez fait la preuve que la qualité pédagogique qui est dispensée va dans le même sens que l'éducation nationale, c'est la loi. Après qu'elle nous plaise ou pas, ça c'est autre chose. Mais je dis que non. Moi je connais des écoles solidaires, où il y a même des enseignants qui travaillent dans le public la journée et puis qui vont dans l'école solidaire qu'ils ont montée avec les autres, dans des quartiers très difficiles, dans des grandes villes comme Lille, comme Villeurbanne, comme dans le 9-3. Oui, bien sûr que oui. Je connais des universités populaires de parents, où les parents viennent voir un petit peu comment on peut faire pour aider, à regarder un petit peu sur les sites universités populaires de parents. Non, je ne vois pas où les choses seraient impossibles ou interdites. Facile, j'en connais pas. Pérenne, j'en connais pas. Si vous montez votre école, si vous voulez que ce soit public, au bout de 3 ou 5 ans, il faut passer par un contrôle cette fois alors, et une évaluation qui vous aiderait. Personne n'a dit que c'était impossible. C'est peut-être impossible dans la tête de certains, mais c'est pas vrai. Pensez ce que vous voulez, moi qui voyage beaucoup, je mets encore la France dans le paquet des 20 pays où c'est le moins pire. Quand je vais en Algérie, je voyage encadré par 2 voitures de police. Quand je vais au Liban, je vais travailler avec un gilet pare-balles. Quand je vais en Algérie actuellement, par exemple, que j'envoie des sites internet pour que les collègues que je forme puissent travailler, les sites internet sont filtrés, ils n'acceptent pas. Il n'y a pas de librairie, tous les théâtres sont fermés, le premier cinéma vient de rouvrir. Quand je vais au Mali, vous n'avez pas le droit d'aller où vous voulez, de dire ce que vous voulez, vous avez toujours un policier déguisé en prof à côté de vous. Quand je vais en Ukraine, il y a toujours quelqu'un au fond de la salle, on sait très bien que c'est un ancien commissaire politique. Quand je vais dans d'autres pays, vous avez dans la salle deux oulémas qui sont là et qui contrôlent ce que disent les gens. Vous n'avez pas toute la presse, vous n'avez pas accès, vous ne vous déplacez pas comme vous voulez. Donc, moi je suis de ceux qui pensent que la France reste une chance. Et qu'il ne faut pas qu'elle la perde. Par contre, que ce soit facile, écoutez, si vous connaissez des choses faciles, je suis preneur.